C'est super agréable d'arriver au bureau et que tout le monde m'appelle Diamanda. Ça me touche toujours parce que vraiment, Madame Arthur, je pense, enfin, rentrer chez Madame Arthur, pour moi, en tout cas, ça m'a changé la vie. Ça a rendu ce métier possible et ça m'a apporté un terrain d'épanouissement que je pensais pas possible dans le professionnel. La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter un artiste drag de cabaret qui a découvert sa voix de chanteur très tôt, mais qui a découvert sa voix de drag queen très tard. Un peu gothique sur les bords et même au milieu, le plus grand drame de sa vie, c'est le réchauffement climatique, qui lui a d'ailleurs fait reprendre sur la scène du cabaret Madame Arthur les couplets de Rihanna Shine Bright Like a Diamond en saltant pour Diamanda. Bienvenue pour ta Quinterview, Diamanda Callas. Hello. Mais alors, c'était quoi cette reprise ? C'était quoi cette chanson ? Sale temps pour Diamanda, c'est mon petit banger de chez Madame Arthur. C'était un spectacle spécial années 80 chez Madame Arthur. Non, c'était pas ça du tout d'ailleurs, c'était un spécial année 2010, Okay. puisque Diamonds de Rihanna n'a pas été écrit dans les années 80, sauf preuve du contraire. Rihanna, Je suis une gothique, Sale temps pour les gothiques, il devait faire très chaud ce jour-là. Je l'ai écrit dans un train et j'avais très envie de parler de Evelyne Delia et de ces autres présentatrices de météo qui comptent beaucoup pour moi. En tout cas, c'est une très belle chanson. Je sais pas si on la trouve, quelque part, mais en tout cas, ça le temps pour Diamanda, je recommande. Écoute, on m'a demandé de l'enregistrer, on verra. Peut-être un jour. Ouh. C'est le temps pour Diamanda. Le mercure affiche 36, c'est un réel supplice. Délivrez-moi de tout ce mal, de cette chaleur infernale. J'ai les vêpres en panoison, de la sueur sur le front. Êtes-vous sûr que c'est bien légal, cette chaleur infernale? Bon, est-ce que t'es prêt pour ta Quinterview ? Ouais, est-ce qu'on est prêt pour sa Quinterview? Je sais pas. J'en sais rien, moi non plus. Dans un premier temps, avant de parler avec Diamanda Callas, je voulais m'adresser à Sylvain. Et donc, du coup, Sylvain, il vient d'où ? C'est quoi ses origines ? J'ai grandi dans le sud de la France, à Toulouse, à côté de Toulouse, dans un petit bled semi-campagne, semi-aéroport, semi-zone industrielle, à côté de Toulouse. Le Orly local. Le Orly local. Et donc, comment ça se passait un peu ton enfance ? C'était quel genre de petit garçon ? J'étais un petit garçon, petite fille, assez perdu dans son identité probablement, un peu toujours dans les jupes de sa mère, de façon figurative mais de façon littérale aussi. Mais j'étais un garçon joyeux, assez outgoing. Ok. Voilà. D'ailleurs, je t'ai pas demandé c'est quoi tes pronoms, comment je m'adresse à toi ? Il, elle, Ok. c'est indifférent. Ok, très bien. Voilà. Comme diraient beaucoup, les deux, tant que c'est avec du respect. Absolument. Donc, beaucoup dans les jeux de ta mère, beaucoup de questionnements sur toi, etc. C'était quoi ta plus grande frustration petit ? Mais je crois que j'avais pas énormément de frustration parce que, étant donné que j'avais pas une claire conscience de ce que je faisais, de ce que je faisais à côté de la norme, du coup, je m'autorisais un petit peu tout. Et je crois que le drag, c'est un peu ça aussi, c'est renouer avec l'enfant intérieur qui s'autorise absolument tout. Mes parents ont vaguement essayé à quelques moments de freiner la cadence de l'identification aux petites filles qui avaient autour de moi, mais en fait, ils m'ont quand même laissé joyeusement faire. Donc voilà, l'enfance, ça allait. Ce que tu me disais en préparant cette interview, c'est que pour toi, ce qui était le plus difficile, c'était qu'en gros, tu comprenais pas pourquoi les filles, elles étaient entre filles, elles faisaient des trucs de filles, elles avaient des Polly Pocket. Pourquoi toi, t'avais pas de Polly Pocket ? Bah, il se trouve que j'avais des Polly Pocket à la maison, mais quand c'était Noël à l'école maternelle, je m'en souviens très bien. Il y avait un petit cadeau qui était prévu pour tous les enfants, et moi, j'avais droit aux Tortues Ninja, les filles avaient droit aux Polly Pocket. Mais heureusement, j'avais mon amie Camille, avec qui on pouvait échanger Polly Pocket et Tortue Ninja. Est-ce que t'as des passions petit ? Ouais, des passions. Je chantonne sur les toilettes, donc je crois que ça constitue une passion assez intéressante. J'aime la couleur rose. Et
et je me passionne pour toutes les formes de spectacles que je vois. Je crois que quand l'école nous emmène voir un spectacle de patinage artistique, après, je me prends pour une patineuse artistique dans la cour d'école. Puis ça attendrit ou agace. En tout cas, je me suis dit que c'était plutôt l'attendrissement que j'allais garder avec moi. Et le chant, alors petit, tes parents, ils encouragent cette démarche-là ? Ouais, mon père particulièrement. Donc, je pense qu'à force de m'entendre chanter sur les toilettes, ils se sont dit, on va... Spécifiquement sur les toilettes ? Ouais, alors moi j'ai un souvenir des toilettes. Ouais, en tout cas, quand j'allais dormir chez ma voisine, chez Mimi, à qui je fais un bisou, elle rapportait tout le temps à mes parents que je chantais à tue-tête sur les toilettes dans lesquelles je passais des heures. Donc voilà, peut-être que c'est comme ça que ça a commencé. En tout cas, mon papa à l'époque s'occupe de l'association culturelle de mon village. Il organise des fêtes de quartier dans lesquelles il y a des groupes qui sont invités à jouer, puis il me met en première partie. Il me colle un micro à la main et il dit chante maintenant puisque tu veux chanter. Et moi, je suis aux anges. C'est vrai, être la star, être devant un public et tout, ça te plaît déjà tout petit ? Ouais, je crois que j'aime bien. Il y a un peu toutes les mamans qui trouvent ça super. Et puis voilà, mes camarades se moquent de moi, mais je crois que... je crois que je garde le cap. Je crois que j'ai décidé de pas garder le négatif de cette époque-là. Donc moi, je suis à peu près droit dans mes bottes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, même le plaisir que tu prends sur scène est supérieur au colibé que tu peux entendre ou recevoir. Voilà, c'est-à-dire que tu prends du plaisir, quoi. Ouais, mais je crois pas être capable d'analyser le plaisir que je ressens. À l'époque, c'est juste mon activité, c'est ce que je fais. J'ai essayé tout un tas d'activités sportives, ça me plaît pas. Juste, ce que je sais, c'est que les cours de théâtre, par exemple, tous les mercredis, il faut y aller. Il y a des fois où j'y vais un petit peu à reculons. Par contre, le chant, j'y vais jamais à reculons. Donc voilà, je m'entraîne dans ma chambre. J'ai un fouet de cuisine qui me sert de micro. Je sais pas pourquoi. Non, un fouet de cuisine qui me sert de micro, et c'est toujours le cas aujourd'hui quand je dois m'entraîner. Et je crois que je répète le chant, mais je répète surtout la scène, quoi. Et t'as fait des castings pour des émissions ? Ouais, j'ai fait le casting pour Graines de Star quand j'étais petit. Ma candidature avait été acceptée. On avait filmé ça. On avait filmé la vidéo du casting que j'ai postée d'ailleurs sur Instagram il n'y a pas si longtemps. On l'avait filmé avec un petit caméscope sur le fond, sur un fond d'un grand tag qu'il y avait à la MJC de la ville. Donc il y a marqué MJC comme ça dans une espèce d'univers avec des planètes, des fusées, tout ça. Donc c'est trop mignon. Et on en avait envoyé un exemplaire à Graines de Star et un exemplaire à ma grand-mère. Ok. Et donc Graines de Star a retenu, ma grand-mère aussi, mais elle faisait pas passer de casting. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont demandé d'aller à Paris. Mon papa m'a emmené à Paris. Je crois que c'était la plus belle journée de ma vie. C'était ta première fois à Paris ? C'était la première fois que je mettais les pieds à Paris. Et puis voilà, on est allé passer le casting. Et après le casting, mon papa m'a emmené au Halles. Il m'a acheté une paire de Nike Cortez dorée. Incroyable. Dans le magasin des Halles où pour trouver la taille, il fallait que le vendeur demande dans un talkie-walkie. Moi, j'avais l'impression d'être dans le 5e élément. C'était vraiment le futur. Donc, une super belle journée. Surtout une journée à rencontrer d'autres gens jeunes qui chantent. Et ça avait bien marché. À la suite de ça, ils m'ont téléphoné plusieurs fois pour participer à l'émission. C'était jamais une émission simple et mes parents ils trouvaient ça un peu compliqué. On devait se déplacer à nos frais jusqu'à Paris. Toute ma famille devait être là. On roulait pas sur l'or. Donc, mes parents ils ont décidé que voilà, j'attendrais d'être plus grand pour faire des choses comme ça. Et en gros, dans ton adolescence, tu continues un peu le chant, tu fais des études un peu pour ça ou ça s'arrête ? Quand la préadolescence arrive, que je commence à avoir vraiment une conscience de qui je suis, de mon corps, de comment je me comporte, et que les autres aussi en ont conscience, du coup, l'activité artistique, elle est vraiment liée à toutes les thématiques qui font de moi quelqu'un un petit peu en dehors de la norme. Donc du coup, c'est des insultes, c'est des coups, c'est du rejet. Voilà. Donc moi, je suis un peu concentré sur le fait de me fondre un peu dans le décor et voilà, les deux activités commencent à être un peu difficiles à faire fonctionner main dans la main. Donc, c'est-à-dire théâtre, chant, Le théâtre, le chant, je crois que
Je crois que je laisse pas ça derrière moi. Je fais toujours des cours de chant. Mais en tout cas, la scène, je crois que j'essaie un peu de radicaliser mon propos. Dès que l'adolescence arrive, je commence à chanter du rock, à essayer de faire en sorte que ça passe mieux Ok. d'une façon ou d'une autre. Pour être accepté. Ouais, pour être accepté, pour qu'on arrête de me faire chier, Ouais. on va dire. Parce que moi, être accepté, je m'en foutais un peu. Mais c'est vrai qu'arrivé au collège, j'avais certains amis qui se distanciaient de moi en disant, bah, franchement, tu fais aucun effort dans tes vêtements, dans tes... Voilà, tu tends le bâton, quoi. Et c'est chiant. Et moi, je comprenais toujours pas. Mais je me disais, bon, alors je commence à faire des conneries pour essayer de faire partie du gang du fond du bus. Et du coup, mes parents pètent les plombs parce qu'ils sont convoqués au collège, parce qu'il faut... Voilà, donc tout ça est un peu... c'est une période un peu floue dans laquelle mes aspirations artistiques passent un peu au second plan parce que ça passe pas pour les autres. Mais je continue les cours, quand même. Jusqu'au lycée, je resterai en cours de chant. Et au lycée, j'ai pris une option musique pour pouvoir éviter le lycée de rattachement, qui était un lycée plutôt scientifique, versé sur l'aéronautique, qui était juste à côté de chez moi. Et pour être dans un lycée d'artistes. Et donc là, dans ce lycée, être PD, c'est cool. Ne pas être dans la norme, c'est chouette. Chanter, c'est super. Être gothique, c'est cool aussi. Voilà, donc c'est le début des années gothiques. Pareil, en fait, le gothique, moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de gateway pour porter, en fait, son androgynie, son désir de sortir un peu de la norme de genre, mais que ce soit socialement accepté. Le maquillage, les chaussures hautes. Je te cache pas que Mia a une petite question là-dessus tout à l'heure. Ouh, ok. Ouais. Donc bon, tu fais ton lycée et il y a une envie assez forte de quitter, de partir, de bye bye Toulouse, ou tu te vois faire ta vie là-bas? Donc je découvre la ville, toutes ses possibilités, toutes les soirées, et je crois que là, je commence vraiment à m'intéresser à l'apprentissage de la vie, les premiers flirts, des litres de mauvais alcool, beaucoup de fêtes, des pétards, de la drogue, mais beaucoup d'amusement, beaucoup d'amis, beaucoup de trahison, beaucoup de larmes, C'était super, c'était très intense, mais Toulouse me suffisait. Et puis finalement, à la fin du lycée, j'ai eu mon bac un peu au ras des pâquerettes parce que j'avais de bonnes notes à l'école, mais je foutais rien du tout. Et donc, je décide de m'inscrire dans une fac d'ingé son qui est à Paris, qui est en banlieue parisienne. On s'inscrit avec une amie. Moi, j'ai obtenu la fac, mais pas mon ami. Donc, je suis parti tout seul à Paris à 18 ans en 2007. C'était à Marne-la-Vallée, c'était à Noisy-le-Grand. J'ai déménagé à Noisy-le-Grand parce que ma formation d'ingé son était à Marne-la-Vallée. Donc, je suis à Marne-la-Vallée dans un studio qui est attenant à une ville immense que je ne connais pas du tout. Je me sens très seul. Je vais à la fac un peu, mais en fait, ça me gonfle très vite. Je change d'option, je vais en lettres modernes, je passe mes premiers partiels. Ça marche pas du tout. Bref, c'est surprenant. Je fréquente des gens qui ont grandi beaucoup plus vite que moi parce que moi, j'ai quand même eu une adolescence de campagne, de province. Et puis, on est bien avant les réseaux sociaux. Donc, je n'ai accès qu'à ce qu'il y a autour de moi et ce qu'il y a à la télé. Et regarder la télé, c'est trop ringard. Je me sens encore coincé dans l'adolescence. J'ai encore ce look très goth, avec beaucoup de maquillage, avec des fringues assez thématiques, machin, alors que tous les gens autour de moi, ils ont grandi, quoi. Je finis par me tirer de Paris assez vite. Mais est-ce que t'as pas reculé pour mieux sauter, comme disent les jeunes? Mais c'est comme le vin rouge, ça prend du temps et de la maturité pour l'apprécier. C'est ça, c'est que tu venais juste d'ouvrir, il a fallu qu'il se décante, il a fallu qu'il respire, qu'il prenne... voilà, j'ai pas le mot. Donc je suis rentré à Toulouse faire des études de communication, un peu pour faire plaisir à mes parents. Mais voilà, mon apprentissage de la vie a continué, les premiers amours, mon premier appartement, je me suis éclaté à Toulouse. J'étais dans ma toute première relation sérieuse à l'époque.
Et ce garçon a déménagé à Paris pour faire des études de photo. Et donc, moi, à la fin de mes études, je me suis trouvé un stage à Paris, au musée de la mode des arts décoratifs. Et donc, je suis revenu à Paris. Puis là, j'ai apprécié Paris parce que j'étais pas seul. J'avais mon copain, j'avais des amis, j'ai rencontré plein de gens. J'avais plus 18 ans, j'en avais 22. Et enfin, non. Donc, cette deuxième arrivée à Paris va te permettre de faire plein de choses. Ouais. Tu vas travailler dans la mode. Ouais. Tu vas faire quoi un peu? Bah, quand j'arrive à Paris, je finis mon premier stage et je fais une licence à la Sorbonne Nouvelle en communication. En parallèle de mes études, je bosse dans un bureau de presse. Ça se passe super bien, c'est cool. Ils me disent, bah vas-y, fais une année en marketing de la mode et puis nous, après, on t'embauche et tout. Bon, évidemment, tout ça, c'était du vent. Mais j'ai quand même fait mon année en marketing de la mode. Voilà, donc j'ai eu mon master et j'ai fini mes études chez Balenciaga en stage. Et c'était horrible. Pourquoi c'était horrible? C'était une des pires expériences de ma vie. Ah ouais? Bah, en fait, j'étais au service de presse, donc j'étais l'assistant de l'assistant de l'assistant de l'attaché de presse. Je gérais les allées et venues de look Balenciaga qui était ultra fragile. On me parlait trop mal, on me considérait pas du tout. J'avais un petit bureau Alors à l'époque, les bureaux de Balenciaga, ils étaient trop petits pour le succès de la marque, qui avait eu un souffle nouveau avec l'arrivée de Nicolas Ghesquière, qui faisait des super belles collections, mais ça vendait pas encore énormément. Donc le succès critique était là, tout le monde disait « Ah ouais, Balenciaga !» Mais en fait, l'infrastructure ne suivait pas du tout. Donc j'avais un tout petit bureau dans lequel les gens venaient fumer, pleurer, téléphoner, déverser leurs problèmes aux petits stagiaires qui avaient la gueule de bois tous les matins parce que j'essayais d'avoir une vie à côté, ce qui était un peu compliqué. Voilà, on m'a demandé des trucs complètement timbrés. Une fois, on m'a dit voici une cape. Elle est pour André-Léon Talley, qui est un rédacteur de mode un peu star avec un super look qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années et qui porte toujours des capes très très longues. Donc on a fait une cape, elle fait 10 mètres de long. Il faut que tu l'envoies à New York pour avant-hier et il faut pas que tu la plies. Donc, tu te débrouilles. Voilà. Donc, le genre de truc avec... donc, je vous le dis, tu prends une espèce de grosse boîte qui fait la taille d'un cercueil et puis tu la plies pas, mais tu l'enroules autour de boudins de porte que tu as acheté au bazar du coin. Waouh! Mais ce genre de requête, toute la journée, ça n'a pas de sens, c'est nul, ça me fait chier. Voilà. Donc, au bout de 3 mois de ce stage-là, j'ai dit ciao les gars. Tu vas à Berlin. C'était un peu burn-out. C'est quoi? C'était bye-bye. Ouais, je crois que j'avais une rupture difficile. Je trouvais pas ma voix. J'avais envie de renouer avec la musique. La mode me faisait chier. Oui, parce que pendant tout ce temps-là, on l'a pas dit, mais tu fais plus du tout de chant. Les gens ne savent pas que tu chantes. Non, ouais. Mes copains, ils ont aucune idée de ce que je fais. Je traficote des petites démos dans ma chambre, mais en vrai, ça sert un peu à rien. Et je me dis, il me faut une ville dans laquelle la vie coûte pas cher pour que je puisse réfléchir, m'éloigner de cette rupture douloureuse. Et du coup, je me dis, vas-y, Berlin, ça a l'air cool. Les gens en parlent, mais c'est pas non plus... pas dans mes cercles à moi, en tout cas. En tout cas, je me rendais pas compte que c'était un truc aussi fun. C'était soit ça, soit Bruxelles. Mais la personne dont j'essayais de me remettre était à Bruxelles. Donc j'ai dit, bah, je vais à Berlin. Et Berlin, ça t'apprend quoi sur toi? Et quel nouvel élan ça donne dans ta vie? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris la saveur de l'ennui. J'ai appris... Ça a quel goût? Ça a quel goût? Ça a un goût extrêmement romanesque. Ouais, whatever that means. Ça a un goût de vieux papier, de myrrhe et de pierre mouillée. Un peu comme une église, tu vois. Okay. Il y a plein de gens super, il y a plein de gens très créatifs autour de moi, mais les choses avancent assez peu parce que c'est pas comme à Paris où en fait, quand t'as une aspiration, t'es un peu obligé de la transformer en gagne-pain parce que tout coûte cher, tout va vite, les gens sont ambitieux. Berlin, pas du tout. C'est très contemplatif. C'est hyper agréable de passer sa vie à entrer ou sortir d'un club. Mais tu vois, tu sors du club et puis tu vas au lac. Et puis après le lac, tu vas faire une petite sieste dans un parc. Et puis tout est un peu évanescent comme ça. C'est super, hein, mais... C'est pas pour toi? Bah, je crois qu'au bout d'un moment, je m'ennuie trop.
le projet qui m'avait tenu à Berlin sur les derniers temps, c'était un magazine qui était en train de se monter, un magazine de mode. Il m'avait proposé de m'occuper de la direction artistique. Alors, je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'était une annonce Craigslist. J'ai répondu, ils m'ont dit ah ben d'accord. La belle époque Craigslist. La belle époque Craigslist. Et donc voilà, je fais ça, je participe à ce magazine. On fait quelques séries de photos de mode. Donc du coup, je dois contacter des designers, leur dire oui, alors on a tel mannequin, on voudrait l'habiller avec vos vêtements et tout. Puis c'est super. C'est l'époque où il n'y a pas encore Instagram. En tout cas, ça, c'est pas vraiment ni important ni intéressant Instagram. Donc du coup, tu peux mentir aux gens. On fait confiance, quoi. Ouais, tu fais confiance. Bah, t'es obligé. Hein, t'as pas tes 20K de followers qui veulent dire que tu vaux quelque chose dans la ville où tu es. Donc voilà, on commence un peu ce taf-là. Puis ça me plaît bien, mais le magazine, il avance pas, ça marche pas. J'ai passé l'année à avoir le cœur brisé again parce que je suis une romantique. Je serais pas amoureuse de l'amour. Ouais, je suis amoureuse de l'amour et du coup, j'ai le cœur brisé toute l'année. Puis du coup, à la fin de cette expérience, je rencontre quelqu'un de super qui habite Amsterdam, qui est hollandais. Et on se dit, tu sais quoi? Je vais rentrer à Paris parce que Paris-Amsterdam, c'est plus simple que Amsterdam-Berlin. On va vivre cette histoire d'amour. Et puis, si ce magazine ne veut pas exister, bah, je vais le faire exister à Paris. Et toc. Et toc. Et donc, je rentre à Paris. Et toc. Et toc. Et tu fais ton magazine. Et je fais mon magazine, ouais. Un magazine qui... il s'appelait comment? Il s'appelait Spleen Factory. À la base, il devait s'appeler Boredom, l'ennui. Et, parce que je réfléchissais... à la notion d'ennui tout le temps. Et finalement, l'ennui, c'est devenu le thème du premier numéro. Donc voilà, je savais pas du tout comment on faisait un magazine. J'ai juste contacté mes anciens profs. Puisque j'avais un bon contact avec les adultes du milieu de la mode que j'avais rencontrés dans mes stages et tout ça, parce que j'avais la gouaille, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup. Et voilà, j'ai toujours un peu parlé avec ces gens-là. Ils se disaient, ah, bah, pourquoi pas, c'est sympa ce que tu fais. Mon ancienne école m'a prêté un petit peu d'argent pour que je commence mon projet. J'ai fait pouet, j'ai un peu improvisé, quoi. Et donc, du coup, j'ai posé des annonces dans toutes les écoles de créa, d'art, les écoles d'art, à Paris. Et puis, j'ai rencontré des gens en disant, ouais, je fais un magazine, je cherche de l'aide, des stagiaires, entre guillemets. J'avais rien pour embaucher un stagiaire. Ça n'était pas le but. Mais je rencontre des gens super qui vont devenir mes collaboratrices sur ce magazine et avec qui, pendant 8 ans, on va aller de projet en projet. Donc voilà, Spleen Factory est né de ça. J'ai fait un gros emprunt à la banque totalement inconsidéré. À côté, je travaille dans des magasins de vêtements. J'ai fait 800 milliards de marques différentes. Et à côté, je monte mon magazine. Donc, je suis motivé. On fait des photos. Il y a Machin qui... je me souviens, Machin avait fait une série de photos un peu sympa il y a 10 ans quand on était au lycée. Ouais, il paraît que tu habites à Paris, tu veux pas venir faire des photos. Ah, toi, il paraît que t'es mannequin, tu croises quelqu'un dans la rue. Ah, ça te dirait pas de poser pour un magazine émergent. Tu contactes les gens que t'aimes bien. Tu regardes tes groupes de musique préférés. Et t'appelles l'agent et tu dis je suis un jeune magazine et somehow ils te disent ok pour une interview et puis du coup ça commence comme ça. Et en fait le premier numéro de Spleen Factory, c'est une vraie lettre d'amour à mon adolescence, à tous ces groupes de musique que j'aime, à toute cette esthétique gothique qui me plaît et voilà. Et donc le magazine finit par sortir. Tout ça est vraiment pour le numéro 2, on commence à avoir des noms un peu plus gros. Je fais des interviews de Rossi de Palma. J'implique Jean-Paul Gaultier dans le truc. C'est incroyable. Ouais, c'était fou. Et non, mais du coup, voilà, pour le deuxième numéro, surtout, ce qui se passe et qui sera assez déterminant pour la suite. Donc, le thème du deuxième numéro, c'est l'hystérie. En tout cas, j'ai l'impression de faire un projet un petit peu intello comme ça. Et du coup, comme je viens de découvrir Drag Race, dans les petits liens pirates qu'on s'envoie les uns les autres, parce qu'on a découvert cette émission et que c'est n'importe quoi, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc je suis fasciné et moi mon désir c'est d'avoir les drag queens de Drag Race dans le magazine, sur ce magazine sur l'hystérie. Et donc je contacte le management de toutes les queens à l'époque qui s'appelle PEG.
Mhm. Et, et voilà, et je leur demande, et ils se disent « Ah ok, jeune magazine, goth, alternatif, européen, grave, on le fait. » Mon désir, c'était de faire une longue interview avec Sharon Needles, ce que j'ai fait, et de prendre des photos de toutes les queens. Donc je suis allé les rencontrer au Trianon avec mon petit appareil photo. C'est là que je rencontre Alaska, Jinx Monsoon, Adore Delano, Bianca Del Rio, Sharon Needles. Incroyable. Voilà, et je fais des photos de ces gens-là, et puis je me dis, mais c'est trop bien. Mais je veux le voir, moi, ce numéro 2. Ouais, je te l'ai pas amené, et pourtant j'en ai beaucoup. C'est le plus nul des 3. Ah bon? Ouais, parce que je t'ai emmené le numéro 3, là, qui est celui que je préfère. Mais je te montrerai les autres à l'occasion. Ah ouais. Et donc, il y a des photos, des queens de Drag Race sur leur premier spectacle au Trianon, le premier Battle of the Seasons, ça s'appelait. Un spectacle qui était mal foutu, comme pas permis, mais dans lequel je découvre pour la première fois un public composé de 2000 personnes qui sont die-hard fans de Drag Race, parce qu'en France, ça n'existe pas. Et que donc, en fait, il y a 2000 pirates, 2000 pirates queer, qui sont super fans d'un truc méga underground. Et tu te dis, tiens, c'est marrant cette manière-là de performer la féminité, et ça te titille ou pas encore? Je crois qu'à ce moment-là, le drag, c'est un truc qui, effectivement, me titille parce que, en fait, dans mes placards, il y a toujours une paire de talons, il y a toujours une perruque, il y a toujours... j'ai toujours été quelqu'un d'assez extravagant, entre guillemets, quand je vais en soirée, tout ça, machin, mais je crois qu'à l'époque, ça me paraît être une forme d'art, mais parfaitement inatteignable. Pour moi, c'est un truc qui est hyper dur, et je pense que ça l'est, mais en tout cas, dans sa mise en place esthétique, ça me paraît être n'importe quoi. Le drag, c'était vraiment lié au transformisme que je voyais quand j'étais ado. Je trouvais déjà ça assez fascinant. Je me souviens, la première fois que j'ai vu un transformiste, c'était l'oncle de ma meilleure amie, Oriana, qui s'appelait Siegfried, qui nous a quittés, et qui, je le vois, dans un restaurant, le restaurant tenu par le père de mon ami, et il fait un numéro sur le fantôme de l'opéra, et il est moitié fantôme, moitié la mariée, et il chante les deux parties du fantôme de l'opéra en se retournant comme ça. C'est hyper kitsch. Mais il nous héberge ce soir-là, Siegfried, et il nous raconte ce que c'est d'être homosexuel. Et elle et moi, on boit ses paroles. Et pour moi, voilà, tout ça, c'est lié à cette figure-là, à cette personne-là. Mais voilà, pour moi, Drag Race, ça n'a rien à voir. Je comprends pas trop. Donc, du coup, non, je m'y intéresse, mais plus dans un délire esthétique, ou j'en sais rien. Ça m'intrigue. Et surtout, Sharon Needles, pendant l'interview, me dit on met en place un personnage pour la télévision, mais en fait, on est tous des addicts alcoolos, sniffeuses de cocaïne qui se volent leurs boyfriends les uns les autres. C'est là que je capte que c'est du spectacle. Et du coup, je trouve ça hyper rock'n'roll. Alors bon, Sharon Needles a peut-être un compas moral qui est pas toujours bien placé, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est elle qui m'expliquera la première ce que c'est le drag pour elle. Ce magazine, il va s'arrêter au bout de 3 numéros. Ouais. Ça va donner lieu ensuite à des soirées, des Spin 16, puis à la Anx, puis à une marque de vêtements. Ouais. Ma question, c'est pourquoi ? Pourquoi pas ? On a l'opportunité d'organiser une soirée avec une agence de mannequins, parce que mon fameux premier amour bosse dans une agence de mannequins. Donc on se dit, vas-y, on le fait. Puis là, on arrive à choper des sponsors. On se dit, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi on arrive à faire ça ? Et puis on appelle 2-3 potes qui, en fait, entre-temps, on commence à avoir 25, 26, 27 ans. Et nos potes, ceux qui étaient DJ un peu amateurs dans l'adolescence, maintenant, c'est devenu des super DJ qui marchent vachement bien dans les soirées. Et puis, à force de sortir en boîte, on en rencontre plein. Donc, du coup, on arrive à convaincre nos copains, vas-y, viens, on fait une super soirée. Et puis là, on fait une soirée, Spin 16, en partenariat avec Rockman Models, qui marche méga bien. Les gens, c'est pendant la Fashion Week, les gens se battent à l'entrée pour rentrer, non mais moi je bosse chez Prada, évidemment que je peux rentrer, tout ça, et nous on est là. Et là on touche plus terre, quoi. On est là, mais c'est n'importe quoi ce projet. En parallèle, moi je trouve un job dans l'événementiel pour une école d'art américaine qui s'appelle Parsons. Et voilà, pour cette école de mode, je vais être en charge d'organiser
les défilés de mode, on me confie des budgets plus gros. Et je me dis, mais c'est pas possible que j'ai réussi à embobiner les gens à ce point-là. Ils sont pas à ta place. Pas du tout, parce que j'ai jamais appris à faire ça. Et d'ailleurs, je suis assez bon pour vendre ce que je fais, mais pas pour le faire. Et au bout d'un moment, ça va se ressentir. T'as l'impression d'être un peu un imposteur ou... Je sais pas si je suis un imposteur, parce que pour moi, à partir du moment où quelqu'un a accepté de te filer les clés, c'est sa responsabilité. Mais je sens que mon niveau d'implication dans tout ça est pas professionnel. Il y a des prestataires que je paye moi-même pour les défilés parce que j'ai envie que ce soit bien, mais ça rentre pas dans le budget. Donc, du coup, je fais n'importe quoi, je perds de l'argent. Bric-à-brac, perte de fric, mais beaucoup d'amusement. Et ça me touche beaucoup de reparler de toute cette période parce que on s'est vraiment amusé. On a tout appris. On a tout appris et on a tout perdu, mais on a tout gagné. Donc vraiment, je suis trop content et ça m'a attristé, ça a mis beaucoup de temps. Mais là, en faisant tes recherches, tu as peut-être vu que le site internet de Spin Factory n'existait pas. Il a crash down il n'y a pas longtemps et j'ai pas renouvelé le nom de domaine et j'ai dit, OK, en fait, ça n'existe plus. Mais en revanche, si vous voulez faire des recherches, vous tapez Spleen Factory sur Google et vous trouverez plein de choses. Vous trouverez des vidéos, des clips, des Diamanda qui chantent. Enfin, vous pourrez quand même trouver plein de choses. Ouais. Après tout ça, tu arrives à l'aube de ta 30e année. Tu veux organiser un peu un anniversaire, mais cet anniversaire, tu veux pas le faire comme tout le monde. D'ailleurs, personne ne sait que tu chantes. En fait, t'arrives à 30 ans, tous tes potes que tu t'es créés depuis plus d'une dizaine d'années, personne ne sait que tu chantes. Et c'est la première fois que tu vas te mettre en drag pour eux, pour fêter ton anniversaire. Et on en parle juste après. En fait, ça s'appelle un teasing. On va passer aux questions. Bravo, ouais. Très habile. Même toi, je t'ai senti captivé en mode oh là là, mais ça a l'air incroyable. Non, c'est ta vie. Tu sais, j'ai rien inventé. Hein. Ouf, c'est pas incroyable, c'est incidentel. Comme tu le sais, parce que je sais que tu es un fervent auditorice de la Quinterview, tu sais qu'il y a la petite Mia, qui est mon assistante éditoriale, qui m'aide à préparer les interviews de mes invités, qui va sur les réseaux sociaux de mes invités avec ses parents. Et Mia, elle a des questions pour toi. Déjà, on va la saluer. Bonjour Mia. Salut Mia. Bonjour, je m'appelle Mia. Et alors Mia, quelle est ta première question pour Diamanda? C'est quoi le drag? Le drag, je crois que c'est un ensemble d'individus qui décident de ne plus se contraindre et qui décident d'aller chercher en eux qui ils ou elles ou elles sont. Je crois que c'est une proposition qu'on se fait à soi-même pour se trouver. Pour se trouver, c'est la forme spectaculaire de qui on est. C'est du spectacle, mais pour moi, c'est vraiment une démarche d'affirmation, un jeu, une performance et une remise en question des codes du genre. Mais je crois qu'au-delà de ça, c'est un ensemble d'outils qui sont à disposition de tous les individus pour devenir l'espace d'un instant la personne qu'ils, elles ou ils ont envie d'être, mais pas nécessairement de garder tout le temps. En gros, toi, comme tu n'as jamais osé être, mais comme tu aurais, pourquoi pas aimer être ou tenter d'être. Ouais, ou bien comme tu ne peux pas être, en tout cas pas tout de suite. C'est-à-dire, moi, je me regarde dans un miroir et je me dis, c'est qui la version la plus incroyable de moi? Et en fait, la version la plus incroyable de moi, elle a la taille plus fine, les fesses plus grosses, les cheveux plus longs, elle a une poitrine, elle porte une robe, tout ça. Et en fait, j'utilise simplement des outils. Et donc, la recherche n'est pas vraiment de savoir si on veut faire du king, du queen, du queer, de tout ça ne se réfléchit pas trop à mon avis. C'est juste, t'es face au miroir et c'est quoi les outils que tu vas pouvoir utiliser pour te sentir le plus fraîche possible. Voilà. Très bien. Je pense que Mia aura compris. Une nouvelle question, Mia. Pourquoi tu t'appelles Diamanda Callas? Je m'appelle Diamanda Callas parce que il a bien fallu trouver un nom vite la première fois que j'ai fait du drag.
avec un pote sans aucune ambition. On s'est dit, vas-y, viens, on va passer la journée à faire du shopping, acheter du maquillage, acheter des chaussures, acheter une perruque. On revient à la maison, on se farde et on invite des copains et on rigole. On l'a fait. Et ce jour-là, on s'est dit, comment tu t'appelles? Vite, ils vont arriver, il faut bien qu'on leur dise quelque chose. Toi, t'es qui? Elle, c'était ZZ Topless. Et moi, ce serait quoi? Diamanda Callas. Et donc, Diamanda Callas, c'est un hommage vraiment très peu habilement déguisé à Diamanda Gallas, qui est une chanteuse de jazz gothique grecque-américaine qui a fait des albums presque inaudibles. Ouais, on entend un peu de Diamanda Gallas. Et qui était très active dans la scène militante pendant les années SIDA. Voilà, c'est une icône rock, une grande prêtresse gothique, et ça me paraissait assez pertinent d'utiliser son prénom. Et donc Diamanda Gallas se transforme en Callas parce que Maria Callas, le chant, parce que le drag, c'est s'autoriser à manquer cruellement d'humilité. Et donc je suis une chanteuse, Maria Callas, bim. Minimum. Mais sacré look, hein. Je suis allé regarder un peu qui était cette Diamanda Gallas et tout. J'essaie. Alors c'est très difficile de trouver un morceau qui soit, comment dire, écoutable tout de suite ou compréhensible tout de suite. Il y en a assez peu. Hein. Ouais, elle a son petit succès chez les gens qui ont été goths, mais en fait aimer vraiment Diamanda Gallas. Moi, perso, je l'écoute pas, quoi. Moi, j'ai écouté un peu en préparant cette interview, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment n'importe quoi. Donc, Mia, elle a toujours des questions pour toi. D'ailleurs, la suivante. Pourquoi tu t'habilles en noir? Est-ce que t'es gothique? Ouais, je suis une gothique, ouais. Je suis une gothique. Je m'habille en noir parce que je crois que le drag, comme le magazine, comme tout ce que je fais ou ce que je ferai dans ma vie d'adulte, c'est une lettre d'amour à mon enfant, à l'enfant que j'étais, à l'adolescent que j'étais. Et moi, j'étais intéressé par tout ce qui était sombre, contemplatif. J'avais l'impression que pour apprécier le monde, il fallait y mettre un voile devant. Et pour moi, le gothique, c'est vraiment ça. C'est une version désaturée du monde dans laquelle on peut déceler de la poésie, de la beauté, de la contemplation, de la lenteur. C'est quelque chose de très hédoniste, de très épicurien aussi. Donc voilà, c'était la culture dont je me revendiquais quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, c'est toujours aussi important pour moi parce que ça m'a construit. Donc pourquoi je m'habille en noir? Parce que le gothique et le noir, ça va main dans la main. Et que maintenant que je suis une drag queen, j'ai le droit d'être la version la plus exagérée possible de ce personnage gothique. Et s'il ne s'habille pas en noir, personne ne comprendra. Mais je ne m'habille pas qu'en noir. Non, tu mets les rayures. C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est artiste de cabaret, chanteuse et drag queen. Félicitations. Merci. C'est écrit sur le CV, c'est écrit sur LinkedIn? Alors non, c'est pas écrit sur LinkedIn. Mais figure-toi qu'il y a des gens qui sont un peu fans de Madame Arthur, qui aiment bien fureter pour trouver les artistes un peu partout et qui essaient de m'ajouter sur LinkedIn. C'est drôle. Ouais, qui trouvent mon nom civil et qui... Ça, je trouve ça... Bon, ça est arrivé une fois et ça m'a fait beaucoup rire. Eh ben, merci beaucoup, Mia, pour toutes ces questions. À très bientôt. Merci, Mia. À bientôt. Au revoir. Gros bisous, Mia. Et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Trop chou. Bah ouais, elle est trop chou, Mia. Et puis, elle est vraiment très, très pertinente. Moi, il y a un truc que je me disais en préparant cette interview, et justement, Mia le soulevait. Tu t'appelles du coup Diamanda Callas. Tu aurais pu t'appeler Diamanda plein de choses. Et en fait, il y a un truc que moi, j'adore dans la vie, c'est les apoprismes. Okay. C'est-à-dire, en gros, un prénom ou un nom qui est presque le bon, mais c'est pas exactement le bon. J'en ai plein. Et je me suis dit, tiens, tu vois, si on faisait un petit jeu, je me suis inspiré d'un podcast que j'adore qui s'appelle le Floodcast. Je me suis dit, on va jouer au jeu de Diamanda. Donc, je vais te donner une définition d'une version alternative de Diamanda. Ok, j'adore. Et tu vas trouver laquelle c'est, d'accord? Donc, je vais te donner un exemple. Je suis une Diamanda toujours à côté de la plaque, toujours en retard, je comprends rien, je suis un vrai poids, un boulet, et on me dit que je suis marteau. Je suis Diamanda. Diamanda
Cradasse. Lamas. Diamanda Lamas. Ah, ok, bon, non, mais très bien, c'est exigeant. C'est exigeant. Est-ce que tu es prêt? Oui. Je suis une Diamanda qui aime les armes. Clic, clic, bang, bang. On me dit parfois que je suis criminel. Je suis né en Russie. Mon père s'appelle Mikhail. Je suis. Diamanda Kalash. Diamanda Kalash. Évidemment. Allez, déjà, bravo. Je suis une Diamanda blagueuse, même un peu libidineuse. On dit de moi que je ne suis pas très propre. Je suis. Diamanda Cradasse. Presque, Salas. Mais Diamanda Salas, oui. Voilà. Très bien. Je suis une Diamanda sans saveur. C'est tout. Je suis. Diamanda Fadas. Ouais, exactement. Je suis une Diamanda avec des cheveux un peu fades. Je manque de volume. J'ai du mal à me coiffer. Je suis. Diamanda... Oh putain, je l'ai pas. Je te redis. Je suis une Diamanda avec des cheveux un peu fades. Je manque de volume. J'ai du mal à me coiffer. Je suis. Mais je viens de le faire à la voix. Désolé. Diamanda Filas. Diamanda Phil. Ok, très bien. Bon, avant que Diamanda se casse, on reprend l'interview de manière complètement normale. Alors, j'apprécie beaucoup le quiz. J'ai animé tout l'été un podcast avec Mini Majesté qui s'appelle Cunt et qui a commencé avec des reviews de Drag Race et qui maintenant parle d'autres sujets. Et pendant un bref moment, j'ai commencé à avoir des looks différents sur chaque épisode et à être une Diamanda différente. Donc, j'ai déjà été Diamanda Fadas, la cousine UMP de Diamanda Kalas. J'ai déjà été Diamanda Badass, la cousine Y2K. Et ça s'est très vite arrêté, cette histoire-là. Mais je voulais quand même arriver à Diamanda Calbasse pour mes origines toulousaines. J'avais écrit aussi Diamanda Table Basse, Diamanda Radas, évidemment. J'en avais plusieurs. Donc, avant la question de Mia et avant ce quiz incroyable, on est arrivé à l'aube de tes 30 ans. Quand soudain. Non, c'était quoi que tu te disais pour cette soirée, les 30 ans? Pourquoi t'avais envie de rendre ça mémorable? Enfin, c'est quand même la première fois où tu vas te mettre en drague devant tes potes. Ouais. Et c'est la première fois où tes potes vont découvrir que tu chantes aussi. À cette époque-là, je suis avec mon groupe d'amis en vacances. Un de mes amis, Emmanuel, alias Grand Soir, qui est une créature de cabaret aujourd'hui également, il est au piano, il joue tous les cris des SOS, je me mets à chanter avec lui. On se dit, tiens, c'est marrant, tu fais du piano, tu chantes, je chante. Voilà, moi je suis intéressé par le drag depuis longtemps, j'ai plein d'amis dans ce monde, je commence à avoir plein d'amis dans ce monde-là. Et je me dis, why not? Donc, au lieu d'organiser une terrasse soirée, je me dis, vas-y, je loue un petit théâtre, on organise un spectacle, on monte un petit spectacle. J'ai demandé à 2 autres amis. Jamais trop, toi. C'est vraiment, c'est mon anniversaire, je loue un petit théâtre. Et hop. Non, alors, louer un petit théâtre, c'est-à-dire je visite des théâtres de 50 places dans lesquels il y a 25 cafards et 25 personnes. En y réfléchissant, effectivement, c'était non, mais je trouve ça drôle, tu sais. Non, c'est Kemp. Mais voilà, mais aussi parce que, en fait, ça fait quelque temps que je vais chez Madame Arthur, que je vois des gens qui chantent sur scène, qui font des reprises de chansons qu'ils adorent et qui véhiculent un message qui est plein d'émotions hyper simples, qui sont la joie, la tristesse, le rire, le machin. Et je me dis, mais c'est génial. Et en fait, secrètement, j'ai trop envie d'aller chez Madame Arthur. Donc, le cabaret, c'est là que ça commence à m'intéresser. Je me dis, vas-y, c'est l'occasion ou jamais. Et voilà. Et donc, du coup, j'invite mes copains dans ce théâtre. On prépare un spectacle et on le prépare à fond. On se met à fond et je m'étais jamais vu travailler autant ou au moins à y mettre autant de cœur, quoi. Et donc je demande à mes potes, notamment à mon pote Tiggy qui organise la soirée Kindergarten, s'il connaît pas quelqu'un qui pourrait me maquiller, parce que je sens bien que j'ai envie de le faire en drague, je me sens pas de le faire juste comme ça, out of drag. Et donc du coup, Tiggy me conseille l'artiste drag Veida Chimie qui va venir le jour du spectacle et qui va venir me maquiller pour, alors pas la première fois, mais la première vraie fois, parce que toutes les fois d'avant étaient vraiment un carnage. Et voilà. Et je n'ai jamais été aussi belle et je ne le serai jamais plus. C'est vrai. Ah ouais, Veida est une artiste incroyable qui fait
des maquillages sublimes et qui est une personne en or. Tes parents sont impliqués dans cette histoire-là? Ouais, mes parents sont là. Ma mère est venue quelques jours avant. Donc, on a fait un peu les boutiques. Elle m'a acheté une perruque. Elle n'est pas sûre de capter pourquoi je fais ça. C'est vraiment du why not, mais why. D'accord. Mais why not. Ok. Donc, elle m'achète ma perruque. Elle est à fond avec moi dans l'organisation du truc. Mes parents, tu sais, ils sont montés à Paris un peu à chaque soirée de lancement de magazine pour m'aider. Tu vois, dès la première soirée de Spleen Factory, ma mère, elle tartinait du houmous sur des petits blinis pour les inviter parce que je croyais que c'était ça qu'il fallait faire dans une soirée mondaine. Trop mignon. Et voilà, donc ma mère a toujours été là. Et mon père nous a rejoints quelques jours plus tard voilà, pour venir voir le spectacle. Donc, ils sont là, dans la salle. Il y a tous mes potes. Je monte sur scène, il y a le rideau qui s'ouvre. Et je me souviens plus ce que c'était. L'intro, si j'avais mis Ameno de Hera, voilà, because 90s kid, et juste ça s'ouvre et je suis en drague, je porte un costume, j'ai juste la veste en haut puis je suis torse nu dessous, avec un pantalon de costume et des talons. Le costume est en laine, il est affreux, mais j'ai une très belle tête, merci Veida, et une perruque neuve, pas très belle, mais elle est ce qu'elle est. Et je fume une cigarette comme ça, et là, ça ouvre, et mes potes, ils sont morts de rire. Morts de rire. Mais je pense qu'ils sont pas en train de se foutre de moi, ils sont en train de se dire, mais putain... Culotté, quoi. Ouais, culotté. Et donc voilà, et à la fin de cette intro, j'entonne les premières phrases de la chanson Nature Boy de David Bowie, et je me trompe direct. Trompe de parole. Ouais. Non, je me trompe pas de parole, mais en fait, je vais au pont, je vais au refrain alors qu'il fallait aller au pont, je sais pas quoi. Enfin bref, je me plante dans la chanson. Là, mon pote Emmanuel Grandsoir me regarde du coin de l'œil en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, on se marre et tout le monde se marre dans la salle et on reprend à zéro. Et là, je me dis, mais en fait, ok, là, je crois que je souffle un grand coup et je me dis, ok, trop cool. En fait, le cabaret, c'est ça. C'est beaucoup de prépa, c'est du stress et tout, mais t'arrives sur scène et en fait, t'es là pour te marrer et t'es là pour emmener les gens avec toi. Et du coup, à cause de cette erreur, bah, les gens, de toute façon, c'est mes amis, donc on est bien tous ensemble. Donc voilà, ça se passe comme ça. Le spectacle se déroule bien et Parce que quand tu montes sur scène, c'est-à-dire que tu montes sur scène en pensant que t'es une diva inaccessible, Ouais. une beauté froide de l'Est, quoi. C'est un peu ça. Je crois que j'ai voulu composer le personnage. Alors, probablement parce que je me disais, bah, avoir un costume, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour moi, c'était une espèce de directrice de galerie austère, pas sympa, pince sans rire, qui est drôle un peu malgré elle. Et en fait, pas du tout. C'est hyper... je me rends compte qu'en fait, mon envie, c'est d'être hyper clownesque, de raconter de la merde. Et du coup, c'est ce que je fais assez vite. Et comme je suis dans ce là cadre... où tu découvres un peu ton poète-poète, quoi. Ouais, je découvre mon poète-poète, ouais. Mais j'aurais dû me douter qu'il était pas loin, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'un peu poète-poète. Mais je me disais, le drag, c'est une autre personne que soi. Sa créature drag, c'est quelqu'un d'autre. Et en fait, là, ce soir, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était exactement la même personne, mais juste plus, mieux, plus à l'aise, plus... Donc c'est comme ça que le poète-poète est arrivé dans la vie. Et ce premier pas vers le drag, vers la performance, vers le cabaret, tu te dis, let's go, en fait, faut que je continue, faut que je m'entraîne, faut que je bosse. Bah, à l'époque, je travaille à côté, toujours dans cette école américaine, en freelance. Je me dis pas tout de suite que ça peut être un job, juste complètement par hasard. Il se trouve que, bah, du coup, mon pote Tiggy de la kindergarten, il est là ce soir-là. Je dis, bah, en fait, c'est cool, donc venez faire le spectacle une deuxième fois à la kindergarten. Donc, quelques mois plus tard, on se retrouve là-bas à faire un deuxième show. Entre-temps, on se dit, bah, on va faire des photos. Donc là, tu vois, ça fait 3 fois que je me mets en drague. Je me dis quand même, c'est cool. Et puis, bah, en fait, le lendemain du spectacle, il y a des stories. Parce que mes potes, ils étaient, ah, bah, c'est pas vrai. Pourquoi elle fait ça? Et donc, du coup, ils font plein de stories. Je reposte les stories. Et là, du coup, bah, un peu tous les gens que j'ai sur Instagram de l'époque du magazine et tout ça, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu chantes, machin. Et du coup, mon ego est flatté, quoi. Et je me dis, oh là là, c'est fun. J'ai trop envie de faire ça, en fait. Et donc voilà, ça s'installe comme ça. Et en fait, En fait, l'émulation vient de toi, mais aussi des gens.
C'est-à-dire, c'est aussi Ouais. les gens qui pas qui te poussent, mais en fait, le fait d'avoir cet accord-là et cette excitation que vous n'avez pas forcément plus jeune aussi, ça te pousse, j'imagine. Ouais, bah, je crois que cette excitation, elle est due au drag lui-même. Enfin, tu vois, j'aurais pu être la drag queen la plus nulle de l'univers, et probablement que je l'étais à ce moment-là. Mais en fait, c'était juste, je me rendais compte que ça faisait marrer les gens, en fait. Et, euh, et que, en fait, ça fait 8 ans que j'ai un magazine qui est censé faire pleurer les gens, qui parle de mélancolie, de tristesse, de fin du monde, d'hystérie, d'ennui, qui évoque tous les trucs les plus badants de l'univers. Puis là, en fait, ça me plaît vachement plus, en fait, de faire rigoler les gens. Donc, donc voilà, je crois que c'est un peu ça. Et la chance que j'ai, c'est que Grand Soir ouvre son propre club en suivant tout ça. Donc on va commencer à rencontrer d'autres performeurs, performeuses pour collaborer, et on fait un cabaret hebdomadaire. Et donc c'est comme ça que les choses vont s'installer petit à petit. Pour ceux qui ont envie de savoir, c'est quoi la recette de Diamant d'Acalas pour 4 personnes? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on y retrouve? C'est quoi un peu les contours? Alors il faut une adolescente gothique avec un syndrome de Peter Pan. Il faut beaucoup d'autodérision. Enfin, il faut beaucoup d'ironie. Tu vois, si c'est un plat sucré, il faut qu'il y ait une pointe de sel, ou inversement. Il faut qu'il y ait un truc qui va pas. Pas très organisé. Je suis pas très... En fait, j'ai toujours un truc off. J'ai toujours l'impression que mon look est méga abouti et tout, je me sens bien, mais en fait, je sais très bien que dans les coins, ça va pas, que le padding, j'ai pas choisi le bon, que mes collants, ils sont un peu déchirés, que mes ongles, ils sont dégueux. C'est pas fait exprès. Non, c'est pas vraiment fait exprès. Moi, je me dis, mais tant que... tu vois, une fois que je suis en drague, en général, je me suis mis du maquillage sur mes lentilles. J'y vois pas grand-chose. Je me dis, si en plissant les yeux, t'es la plus fraîche du monde, ça suffit. Et en fait, la réalité, c'est qu'au cabaret, notamment chez Madame Arthur, parce qu'on est loin, parce qu'il y a les lumières, ça suffit. Et parce que voilà, on fait les costumes avec une équipe de costumières absolument talentueuses, mais avec des budgets qui sont ce qu'ils sont. Donc en fait, on fabrique du drag. Et donc il faut un peu plisser les yeux de temps en temps. Les cheveux noirs, c'est un peu devenu mon truc. Je sais pas trop pourquoi, en fait. Je crois que les perruques, ça a toujours été, et c'est aujourd'hui encore, un truc assez compliqué pour moi, parce que je trouve que le niveau d'exigence, il monte de plus en plus avec Drag Race et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, ça coûte quand même très cher. C'est un endroit dans lequel j'investis déjà beaucoup. Je gère très mal mon budget drag. J'investis déjà un peu trop dans le drag. Et c'est vrai que les cheveux, j'en ai pas fait une priorité, notamment parce qu'il y a pas longtemps, j'avais les cheveux longs. Et du coup, j'utilisais mes vrais cheveux. Et donc, j'étais tout le temps brune, et ça s'est un peu installé comme ça. Mais voilà, la longue chevelure brune bâtonnaire, c'est vraiment la chanteuse d'Evanescence, quoi. Et je crois que quand j'étais gamin, c'était mon rêve le plus cher de la rencontrer. Puis là, maintenant, j'ai juste à regarder dans le miroir, donc c'est parfait. C'est vrai. Voilà. Quand tu découvres le drag, quand tu découvres Madame Arthur, tu deviens un peu obsessionnel. C'est-à-dire que tu vas assez souvent, tu vas regarder. Enfin, obsessionnel, je sais que j'exagère un peu, mais en gros, il y a ce truc où c'est waouh, quoi. C'est surtout que je me dis, what the fuck? Je sais pas comment je m'y suis retrouvé la première fois. Je crois que du coup, je suivais des amis qui connaissaient les artistes de chez Madame Arthur. La première fois que j'y vais, je vois Charlie Voodoo sur scène en train de chanter La solitude de Barbara. Et je me dis, c'est incroyable. Je filme ça, je l'envoie à ma maman, je me souviens. Je dis, mais regarde, c'est fou, c'est un lieu à Pigalle. Les gens, ils chantent, c'est incroyable. Et tout. Je sais pas si ma mère réagit aussi fortement que moi, mais moi, je me souviens que dans la salle, j'essaie d'envoyer la vidéo à ma mère et elle s'envoie pas parce qu'il n'y a pas assez de réseau. Et je me dis, merde, il faut qu'elle le reçoive tout de suite avant d'aller se coucher parce que c'est hyper important. Et en fait, je finis par lui envoyer le lendemain. Et ma mère elle me dit, ah ouais, ça avait l'air sympa. Je dis, mais non, maman, c'est pas sympa, c'est trop bien. Donc ouais, j'y vais de temps en temps, et pour moi, c'est l'endroit où je vais quand j'ai besoin de passer un bon moment parce que je suis un peu angoissé, que je suis un peu... je me dis, ouais, c'est... Là-bas, en tout cas, c'est sûr que je vais passer un excellent moment, que je vais rigoler, que je vais pas penser à mes soucis, et donc voilà, j'y vais souvent. D'intégrer cette troupe-là, ça devient un objectif ou pas vraiment encore ou... Ouais, ça devient l'objectif. En fait, je crois que l'objectif premier, c'est
en fait, j'ai envie de sécuriser ce job. Parce que pour l'instant, à ce moment-là, je suis pas encore intermittent. C'est pas encore possible de ne faire que ça. Mais moi, à ce moment-là, j'ai envie de faire que ça. Madame Arthur, évidemment, c'est un objectif, mais c'est aussi, ça fait partie d'un panel d'options possibles pour pouvoir pérenniser ce job-là dans ma vie. Évidemment que le cabaret lui-même, c'est un rêve. Voilà, et donc quand l'opportunité s'est présentée de passer des auditions chez Madame Arthur, euh, je les ai ratées. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Et T'étais déçu? Ouais. En fait, je pensais pas l'être autant que je l'ai été, mais j'ai ruminé ce refus pendant très longtemps parce que, du coup, à ce moment-là, mes amis avec qui je jouais au cabaret avaient été pris pendant ces mêmes auditions chez Madame Arthur. Du coup, j'y allais de temps en temps, puis de plus en plus souvent pour les soutenir, machin. Et en fait, je les voyais sur scène et j'étais, je suis devenu jaloux, envieux. J'avais en moi c'était devenu un véritable, mon petit Waterloo. Et évidemment, j'étais très fier et très content pour mes amis, mais j'ai découvert à quel point cette nouvelle passion avait le pouvoir de vraiment me consumer la tête, quoi. Je me mettais la pression, j'avais des enjeux en fait qui étaient trop forts et ouais, pour moi c'était vraiment la vie que je voulais mener. Et voilà, je pense que j'ai oublié un peu de savoir-vivre au passage. J'ai pris le temps de réfléchir. Le Covid est arrivé aussi, donc ça a remis un petit peu les pendules à l'heure. Je me suis recentré sur ma pratique et j'ai essayé de progresser, de faire mieux. Je me suis mis à bosser, mais à l'intérieur de chez moi déjà, parce que c'était obligatoire, et à l'intérieur de moi, quoi. Et voilà. Et en sortant du confinement, j'ai eu l'opportunité de repasser des auditions. Là, mon mindset avait vraiment changé. Je me suis mis beaucoup de pression, mais j'ai fini par y aller. Et voilà. Et ça a fonctionné. Et depuis, je suis chez Madame Arthur et j'y ai progressé, j'y ai rencontré, j'y ai appris à faire ce métier. Et donc, je suis très reconnaissant de... Voilà. Ça a l'air. Ouais, vachement. Genre, ça me touche toujours parce que vraiment, Madame Arthur, je pense... rentrer chez Madame Arthur, pour moi, en tout cas, ça m'a changé la vie. Ça a rendu ce métier possible. Et ça m'a apporté un terrain d'épanouissement que je pensais pas possible dans le professionnel. Et j'ai vraiment compris ma passion du drag quand je me suis rendu compte que c'était du travail, que c'était chiant, que c'était beaucoup, que c'était contraignant, que ça faisait mal, que ça changeait la vie sociale, que ça faisait... ça diminuait les groupes d'amis, que ça... Et là, je me suis dit, OK, en fait, tous ces sacrifices-là, je suis prêt à les faire, donc c'est que je suis passionné. Imaginons, je ne suis jamais allé chez Madame Arthur. Qu'est-ce que Madame Arthur? Alors, Madame Arthur, c'est un cabaret. Mais non! Mais si, figurez-vous. Un cabaret historique qui a ouvert en 1946, qui est en fait le premier cabaret travesti d'Europe, toujours en activité, et une des premières scènes, sinon la première scène française pour les performeurs et les performeuses trans. Donc c'est un cabaret rempli d'histoires qui a vu passer Coccinelle, Bambi, Gallia. C'est là-bas que Gainsbourg a fait ses premiers pas, puisque le père de Gainsbourg accompagnait Bambi et Coccinelle à l'époque. Donc voilà, c'est un lieu d'histoire, un lieu hyper important de l'histoire du cabaret. Et aujourd'hui, c'est un cabaret dans lequel on retrouve des créatures travesties, donc qui se revendiquent du drag ou pas. Le drag là-bas n'est pas du tout en majorité, mais en cohabitation avec des gens qui se revendiquent d'autres traditions, qui chantent en live, des répertoires toujours très différents. Donc toutes les semaines, le spectacle change. Le spectacle est discuté en amont, répété le lundi et le mardi et joué le jeudi jusqu'au dimanche. Donc on est une troupe de 20... Donc on peut venir toutes les semaines, Tu peux venir toutes les semaines. Incroyable. C'est entre 20 et 25 personnes. Donc on n'est pas programmé toutes les... 20 et 25 personnes dans la troupe. Voilà. Donc on est 4 sur scène à chaque fois et il y a un roulement des artistes. En gros, bim, il y a une thématique.
Comment ça fonctionne ? Comment tu travailles ? Comment vous travaillez tous ensemble ? Moi, pour réécrire les chansons, parce que quand on doit chanter en français toujours là-bas, donc quand on fait un artiste ou une artiste anglophone, par exemple, il faut qu'on traduise toutes les chansons en français. Donc on a le choix, soit on fait une traduction littérale, soit on décide de réécrire la chanson sur un autre thème. Ça, c'est un exercice super intéressant parce qu'il faut que ça aille vite. Donc on se fixe, moi en tout cas, je me fixe un objectif. Par exemple, je vais parler de météorologie, de la personne avec qui je partage ma vie, de telle ou telle situation. Et ensuite, j'ouvre le dictionnaire des rimes, le dictionnaire des synonymes et rac, tu écris. Après t'être un peu cherché de différentes manières, est-ce qu'aujourd'hui, avec justement le drag, avec Madame Arthur, avec ton travail qui est devenu ton métier aujourd'hui, est-ce que tu te sens enfin à ta place, au bon endroit ? Je me sens accueilli, ouais, en tout cas. J'ai trouvé une famille qui est en fait... qui est comme l'univers, qui est toujours en expansion. Il y a toujours plus de gens à rencontrer, mais j'ai vraiment rencontré un univers professionnel dans lequel la quasi-intégralité des gens partagent mes valeurs. Et ça, c'est trop agréable. C'est super agréable d'arriver au bureau et que tout le monde m'appelle Diamanda. C'est vraiment une chance d'évoluer dans ces milieux-là. C'est un milieu qui a été intimidant, mais qui aujourd'hui est un milieu avec lequel j'arrive à fonctionner main dans la main et duquel j'arrive à apprendre. Donc ouais, je me sens vraiment à ma place et j'ai vraiment de la chance. Moi, j'arrive toujours pas à croire qu'on me propose de l'argent en échange d'être Diamanda. C'est quoi ta plus grande fierté en drague ? Je suis hyper fier de pouvoir aujourd'hui être une porte vers cet univers-là, surtout en étant dans une institution aussi mainstream, entre guillemets, que Madame Arthur, qui accueille des gens qui viennent pas de ce milieu-là, qui n'ont pas l'habitude et tout ça. Et donc, c'est une vraie fierté de pouvoir leur montrer un autre univers, de pouvoir brandir mes convictions politiques sur cette scène face à des gens qui sont parfois à l'opposé du spectre, et pouvoir les inviter dans notre monde. Voilà, et puis faire partie de cette communauté de gens chouettes, bienveillants, créatifs et exceptionnels et stellaires. Incroyable. Voilà, qui représentent l'avenir de l'humanité. Et Amanda, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Oh, déjà ? Oui, mais avant tout, parce Dites-moi. que ça me plaît et parce que c'est le concept aussi, j'aimerais que tu me donnes quelques recommandations de choses que tu as aimées, que tu aimes, que tu as envie que les gens écoutent, voient, sentent. J'en sais rien. Sentent, j'aime bien ça. Alors, je vous encourage à écouter le dernier album de production de Kelly Boy. Parce que c'est plein d'artistes, des artistes féminines, des artistes queer qui sont réunis sur un album de prod avec plein de propositions hyper cool. Et j'ai eu la chance de faire le dernier morceau de ce disque et j'en étais vraiment fier. Regardez les films de Greg Araki. Je sais pas s'ils ont bien vieilli, mais vraiment c'est beau. Allez voir Je verrai toujours vos visages. Je sais pas si c'est toujours au cinéma, mais en tout cas c'est beau. Sentez la myrrhe et la pierre mouillée, quoi. Voilà. Sentez les églises. Ouais. Ça sent bon. Très Spleen Factory. Très Spleen Factory. Eh ben, merci beaucoup, Diamanda Callas. Merci à toi. Bah, c'était vraiment très sympa. Est-ce que tu as passé un bon moment ? Ouais, j'ai passé un super moment. Eh ben, the feeling is mutual. Yes. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview. On dit quoi ? On dit à plus, Pollux. Ah, toi, tu Pollux. Moi, je dis à plus dans le bus. À plus dans le bus. Ou à bientôt dans le métro. À bientôt dans le... Oh, c'est glauque de se croiser dans le métro. À demain, ouais, surtout avec les puces de lit. À demain dans le train. À demain dans le train. J'ai le train demain, donc... Bah voilà, bye bye. Ciao. I am the queen of drag.